Bonjour, donc dans cette présentation, je vais vous présenter comment est-ce qu'on développe un biomarqueur en clinique. Donc voilà, je vais vous parler des différentes étapes, de comment est-ce qu'on part d'un biomarqueur en recherche jusqu'à un biomarqueur qu'on peut utiliser en routine dans un laboratoire de diagnostic. Donc la découverte, de la validation analytique, de la validation clinique et de l'utilité clinique d'un biomarqueur. Donc pendant très longtemps, les biomarqueurs ont plutôt été les parents pauvres de la médecine, mais ils sont devenus ces dernières années des acteurs essentiels dans la médecine moderne, et notamment dans ce qu'on appelle la médecine personnalisée, que je vous ai présenté ultérieurement. Donc, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, il y a beaucoup de travaux publiés qui découvrent des nouveaux biomarqueurs. Donc, si vous allez regarder dans la littérature scientifique, vous allez trouver beaucoup de biomarqueurs d'intérêt. Par contre, entre le nombre de biomarqueurs découverts et le nombre de biomarqueurs qui sont utilisés en clinique, vous avez une réduction énorme. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de biomarqueurs découverts vont être validés, vont démontrer qu'ils ont un impact, vont pouvoir être validés et vont ensuite entrer en clinique. Et donc, un des points importants quand on découvre un nouveau biomarqueur, quand on recherche un nouveau biomarqueur, c'est d'abord de choisir la bonne ressource biologique pour mesurer le biomarqueur. Et ensuite, vous allez devoir développer des protocoles pour la collecte, de choisir la bonne temporalité. Si par exemple, vous souhaitez, comme c'est un exemple que je prends tout le temps, vous souhaitez mesurer la glycémie, eh bien, vous devez forcément utiliser un prélèvement de sang prélevé à jeun. Voilà, donc, ou bien vous étudiez certaines conditions hormonales, certaines conditions de reproduction chez un homme ou une femme, et bien vous allez, chez la femme notamment, faire des prélèvements à certains moments du cycle hormonal. Vous avez ensuite des protocoles de préanalytique, d'alicotage, de containers que vous devez utiliser pour le type de biomarqueur que vous souhaitez mesurer, de temps d'attente entre le moment de la collecte et le moment du traitement en laboratoire et le moment de stockage, avec des temps qui sont incompressibles. Si vous voulez rechercher des protéines, vous ne pouvez pas laisser un échantillon de sang pendant des heures sur une paillasse. Et puis des températures de stockage intermédiaires. Et puis ensuite, vous allez avoir des protocoles spécifiques d'analyse qui doivent être spécifiques et sensibles pour rechercher votre biomarqueur. Et donc, comme je vous le disais, un grand nombre, depuis donc là c'est sur la période 2002-2011, c'est une publication qui vient de Drucker et al., où cette personne montre que vous avez un nombre de publications de biomarqueurs qui est exponentiel, qui augmente énormément à travers les années. Là, vous avez votre nombre de publications. Mais que par contre, le nombre de brevets pour des biomarqueurs, c'est-à-dire des biomarqueurs qui ont été développés et qui sont utilisés en clinique notamment, eh bien, ce nombre de brevets augmente de façon très faible. Et vous voyez, en 2002, vous avez un nombre de publications de 625 avec 50 brevets. Et en 2011, vous avez 7720 publications et seulement 407 brevets pour des biomarqueurs. Et donc juste un autre article qui est de Post et al. En 2011, où là vous voyez, il a recensé 150 000 publications documentant des informations sur des nouveaux biomarqueurs, et seulement 100 biomarqueurs au moment de sa publication étaient utilisés de manière en routine en clinique. Donc on est vraiment sur une goutte d'eau dans l'océan, un drop in the ocean, par rapport à toute la recherche qui est conduite sur les biomarqueurs et sur l'impact en recherche clinique, en clinique.
Donc, les différentes étapes pour valider un biomarqueur, c'est d'abord de découvrir le biomarqueur, bien sûr. Donc, votre premier objectif, c'est de découvrir un biomarqueur potentiel. Et ensuite, vous allez devoir sélectionner la bonne ressource biologique pour mesurer ce biomarqueur. Pour ça, il va falloir que vous sélectionnez donc la bonne ressource biologique, que les ressources biologiques que vous allez utiliser soient appareillées, que vous ayez des contrôles et des cas qui sont appareillés par âge, par sexe. Et en général, lorsque l'on découvre des biomarqueurs, on utilise quelques dizaines de ressources biologiques. Donc on utilise assez peu de ressources biologiques dans cette étape du développement d'un biomarqueur. Il va falloir sélectionner le protocole qui est sensible et spécifique, et puis conduire une analyse randomisée et à l'aveugle pour découvrir et valider, faire une première validation de ce biomarqueur. Et une fois qu'on a découvert le biomarqueur, eh bien on va faire une confirmation du ou des candidats avec un autre panel de ressources biologiques qui sont de nouveau appareillées, randomisées et à l'aveugle. Donc c'est-à-dire à l'aveugle, c'est-à-dire que vous ne savez pas qui est cas, qui est contrôle. Dans un deuxième temps, une fois que vous avez découvert votre biomarqueur, vous allez devoir valider analytiquement le biomarqueur. C'est-à-dire que vous allez devoir valider le test que vous utilisez pour mesurer votre biomarqueur. Donc le test que vous utilisez doit être précis et fiable pour la détection du biomarqueur, c'est-à-dire qu'il doit être spécifique et sensible au biomarqueur. Le test doit être reproductible et robuste. Je vous rappelle mon cours sur la validation de méthodes. Et puis, vous allez devoir aussi vous assurer que vous avez... Donc pour faire ces tests de validation analytique, vous allez devoir sélectionner les bonnes ressources biologiques pour cela. Et donc ça va vous permettre de valider la performance de votre biomarqueur. Ensuite, vous allez devoir faire une validation clinique du biomarqueur. Donc vous allez devoir démontrer que votre biomarqueur est associé à l'état clinique que vous souhaitez mesurer. Vous allez aussi devoir démontrer l'utilité du biomarqueur. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir développer un biomarqueur qui n'a pas d'utilité pour le patient. Et vous allez devoir démontrer que votre biomarqueur distingue bien entre les cas et les contrôles. Et donc là, vous allez de nouveau utiliser des ressources biologiques, peut-être dans le cadre d'un essai clinique, prospectif ou rétrospectif. Donc là, vous allez utiliser un petit peu plus de ressources biologiques dans un cadre un petit peu plus restreint, qui est le cadre de l'essai clinique. Et puis ensuite, vous allez devoir démontrer l'utilité clinique du biomarqueur. Donc là, vous allez devoir démontrer que votre biomarqueur va améliorer la santé du patient. Donc que le biomarqueur, par exemple, est meilleur qu'un biomarqueur qui est déjà sur le marché, qui est votre gold standard, qui est votre standard. Donc votre biomarqueur doit être meilleur que le standard. Et là, les ressources biologiques que vous allez utiliser pour cette étape sont des ressources biologiques provenant d'essais cliniques prospectifs. Donc là, j'ai récupéré un flux que je trouvais intéressant dans la façon dont il était présenté. Ça vient de la publication Hayes et al. Et donc là, je l'ai coupé en deux. Ça, c'est la première partie de la figure. Il y a une deuxième partie dans la diapo suivante. Et ce flux qui vous est présenté, c'est un flux qui est présenté pour un développement d'un biomarqueur plus particulièrement aux États-Unis. Donc vous avez des acronymes particuliers pour les États-Unis, mais en gros, ça récapitule les étapes de découverte, où vous allez avoir un test candidat pour mesurer votre biomarqueur, que vous allez tester sur un set de ressources biologiques, qui est un set, ils appellent ça training set, qui va vous permettre de démontrer la présence de votre biomarqueur dans les cas et pas dans les contrôles. Vous allez devoir confirmer, lors de cette étape de découverte, vous allez devoir confirmer votre candidat avec un échantillon différent de ressources biologiques. Et une fois que vous avez confirmé
votre découverte de votre biomarqueur avec un test vous allez devoir valider votre test. Et là, vous allez devoir, alors aux États-Unis, vous allez peut-être devoir demander l'approbation d'un comité d'éthique, et aux États-Unis, hein, c'est la FDA à qui vous allez aussi devoir demander peut-être une approbation. Et là, vous avez, comme je vous l'ai dit, hein, la validation analytique du test et la validation clinique. Donc vous allez devoir définir une méthode de validation, faire une validation analytique et faire une validation clinique biologique. Et ça va vous permettre de valider votre biomarqueur, avoir ce test de validation sur, là de nouveau, sur des échantillons qui proviennent, là par contre, d'essais cliniques rétrospectifs ou prospectifs. Si jamais vous validez votre biomarqueur et son test, vous allez passer une étape qu'ils appellent la Bright Line, hein, et vous allez passer en évaluation clinique de l'utilité de votre biomarqueur. Donc là, on passe dans l'utilité clinique, la phase d'utilité clinique. Là, de nouveau, vous allez devoir demander des autorisations de comité d'éthique et de la FDA. Et là, vous allez avoir 3 types de possibilités d'études cliniques, hein, avec les échantillons associés, bien sûr, ou bien du prospectif et du rétrospectif chez des biospécimens, dans des biospécimens archivés, ou bien du prospectif dans un essai clinique. Et là, vous avez 2 types d'essais cliniques. Si le biomarqueur permet de participer au management du patient ou pas. Voilà, vous avez un certain nombre, là c'est vraiment lié au système américain de demande d'autorisation, mais une chose dont je vous reparlerai plus tard, une des choses importantes, c'est si jamais vous démontrez l'utilité clinique de votre biomarqueur, c'est-à-dire qu'il est mieux que ce qui existe déjà, il permet d'améliorer la santé de votre patient. Il va falloir aussi, dans des systèmes où vous avez des systèmes de remboursement, il va falloir aussi que votre biomarqueur puisse être remboursé, voilà, avant qu'il puisse rentrer puisse être utilisé en clinique. Voilà, donc juste pour vous remettre les idées claires sur le rôle de la biobanque dans ce process de validation du biomarqueur, hein, vous avez vu qu'il y a une utilisation de ressources biologiques tout au long de la validation de l'utilisation d'un biomarqueur en clinique, de la découverte jusqu'à son utilisation en clinique, jusqu'à la validation du biomarqueur et son utilisation en clinique. Et au début, vous avez beaucoup de candidats biomarqueurs, hein, et plus les étapes de validation avancent, moins vous avez de candidats biomarqueurs pour arriver à un biomarqueur. Par contre, au début, vous utilisez assez peu d'échantillons biologiques, mais petit à petit, à chacune de ces étapes, le nombre d'échantillons biologiques dont vous allez avoir besoin pour valider votre biomarqueur va augmenter, et donc votre rôle en tant que biobanquier, en tant que fournisseur d'échantillons, va être de plus en plus important aux différentes étapes du développement de ce biomarqueur. Donc là, je vous ai remis la bibliographie que j'ai utilisée pour faire ce cours, et je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.